On attend quelques minutes pour que les gens arrivent. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Merci à ceux qui sont déjà présents. Est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on voit mon écran? Ça s'est éteint. On ne voit pas ton écran. Non, mais c'est pas sur la télé. Il faut que tu partages un webinaire. Ouais, mais attends, pourquoi? C'est sûr que ça coûte cher. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour à toutes et tous. Oui, c'est bon. Oui. Mais du coup, tu as activé ton micro, c'est ça? Okay. Donc, on devra faire l'exercice de, lorsque chacun d'entre nous parle, d'activer son micro et les autres désactivent le leur. Ça permettra d'avoir la meilleure qualité sonore pour vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Oui. Ça va être sport. Bonjour, ouais, ça va être sport. Bonjour à tous et désolé pour ces petits problèmes techniques. Merci de nous avoir rejoints. On est déjà censé être connectés, donc merci beaucoup d'être là ce midi. N'hésitez pas à nous dire si il y a d'autres problèmes techniques, que ce soit visuels ou sonores. Bienvenue à vous dans ce webinaire qui fera la lumière. Donc l'objectif vraiment de cette présentation, c'est qu'on vous décrive comment on fonctionne chez NRFIP, comment on sélectionne les projets, quels sont nos critères de sélection et surtout comment on gère le suivi de vos investissements, parce qu'effectivement, on a reçu beaucoup de questions à ce sujet ces dernières semaines. Donc juste pour un petit rappel des règles entre guillemets, donc je vais couper dès la prochaine slide le chat pour pas qu'on se confonde. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Les poser dans l'onglet. Je change pas. Sur l'onglet Q&A, pardon, questions-réponses. Et vous pouvez, n'hésitez pas surtout à voter si vous avez la même question. C'est très important que vous votiez pour cette même question. Ça permettra de la faire remonter et on prendra en fait les questions en toute fin de webinaire selon l'ordre de priorité. En fait, la question qui a reçu le plus de votes sera traitée en priorité. On a reçu aussi, merci beaucoup, toutes vos questions en amont du webinaire. Donc, le but, c'est vraiment qu'on les traite dans la présentation. Voilà, si toutefois c'était pas clair ou il manque des infos, n'hésitez pas à nous redire dans l'onglet questions-réponses. Et je m'assurerai aussi, en parallèle, je les ai à côté, je m'assurerai qu'on y réponde au fil de la présentation. Donc voilà, déjà midi 4, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Nos intervenants aujourd'hui, donc Julien Eustache, qui est le fondateur et président d'NRFIP, que vous avez certainement déjà vu, Eloud Garcia, qui est notre asset manager, et Valérie Séché, qui est responsable de la relation investisseur. Donc voilà, identifiez bien ces profils et si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. Le sommaire, donc aujourd'hui, petit récap, effectivement, on va d'abord parler des dernières évolutions et des chiffres d'NRFIP, du groupe. Ensuite, la structuration des projets, donc vraiment, c'est vraiment le cœur du sujet. Comment on les sélectionne et comment on évalue les risques. Les types de sûreté aussi qu'on implémente et quelles sont les différences et voilà. Et
comment Enerfip, en fait, comment à l'interne on suit vos investissements. Voilà. Donc, la parole à Julien pour commencer. Je coupe mon micro et c'est à toi. Et j'active le mien, miracle de la technologie. Donc bonjour à toutes et tous. Je vois que c'est bon, l'onglet Q&A est disponible. Vous pourrez donc poser vos questions ici. L'idée, c'est de vous donner quelques mots sur les actualités d'Enerfip, les dernières évolutions, un petit bilan de l'exercice passé et puis quelques perspectives sur l'année 2026. Je pense que c'est toujours intéressant que vous ayez aussi ce type de retour. Donc sur l'année dernière, nous avons collecté 180 millions d'euros. C'est évidemment notre plus gros score de montant financier sur une année. Et c'est là aussi grâce à vous toutes et tous qui nous faites confiance. Et donc c'est une vraie performance. Il faut noter, pour que vous l'ayez à l'esprit, qu'avec ce score, Enerfip est devenu en 2025 la plateforme numéro 1 en France, tout secteur confondu. Il n'y a aucune plateforme qui a financé autant. Et c'est très important parce que, comme vous le savez, on est dans le secteur de la transition énergétique. Et quand on voit l'actualité, on voit bien que c'est super important d'arriver à flécher le plus possible d'investissement dans ce secteur qui nous permet d'avoir accès à une certaine souveraineté. Donc voilà, ce sont des bonnes nouvelles qu'on voulait partager avec vous. Et pour que vous ayez aussi une précision, c'est ce score de 180 millions d'euros, c'est 11% de plus que l'exercice précédent. Depuis le début de cette année 2026, on a aussi fait un démarrage en trombe avec 54 millions d'euros qui ont été collectés. Ça représente 27% de plus que sur le premier trimestre 2025. Donc, on continue sur la même lancée. Donc, c'est vraiment une très bonne chose, là aussi, pour les mêmes raisons que ce que je viens d'évoquer. Sur l'année 2025, on a vécu un moment charnière dans notre histoire et dans nos pérégrinations de cette aventure qu'est Enerfip, puisque on a acquis pour la première fois deux entreprises qui étaient des concurrentes d'Enerfip. Et c'était pour nous une étape majeure parce que dans notre objectif qui est de renforcer notre position de numéro 1 en Europe, c'était absolument essentiel de faire ce qu'on appelle de la croissance externe et donc d'acquérir d'autres plateformes qui sont comme nous sur le même secteur. Et donc, on a acquis la plateforme Lumo qui fonctionnait en France et qui était détenue par la Société Générale. Et on a acquis également la plateforme Duurzaam Investeren, qui était le leader néerlandais du secteur du financement participatif de la transition énergétique. Pour bien que vous ayez les chiffres, Lumo plus Duurzaam Investeren, c'est à peu près aussi gros que ce qu'était Enerfip. Donc en fait, c'est comme si on avait fait x2 sur ces deux acquisitions en quelques semaines. Donc on est pas mal occupé depuis le début de cette année pour digérer, intégrer tout cela. C'est aussi un vrai apprentissage. Mais voilà, ça nous permet d'être sur cette trajectoire, d'être suffisamment solide et bien présent d'ici 2030 pour demeurer numéro 1 sur le continent. Il y a la question de Daniel, j'en profite juste rapidement sur le résultat net en 2025. Et vu qu'il n'y a pas de tabou chez nous, je peux vous le dire, on a fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et un excédent brut d'exploitation de 2 millions d'euros. Voilà. Donc c'est plutôt, là aussi, une très bonne nouvelle puisque ça nous permet de pérenniser les emplois qu'on a créés et l'entreprise en elle-même. Et justement, en termes d'emploi, on est maintenant 70 chez Enerfip et on est présent dans 4 pays. Je ne vous cache pas que quand on a créé Enerfip, il y a 12 ans maintenant, on aurait bien sûr rêvé de se retrouver dans cette situation maintenant. Donc on est très heureux de ça, mais évidemment, ça nous oblige à continuer notre progression, notre amélioration dans ce que l'on fait au quotidien pour maintenir tout ça. Après, j'arrête de vous embêter avec les chiffres, mais c'est chouette de vous les partager. Je pense que vous avez aussi envie de les connaître. Donc aujourd'hui, on est à un peu plus de 830 millions d'euros collectés dans notre histoire. Et si on intègre du coup les chiffres des deux entreprises qu'on a acquises, on est à 1,4 milliard d'euros collectés. Donc c'est vraiment très, très significatif. Ça renforce très clairement notre position de numéro 1 sur le continent. Et à ce stade, on a déjà remboursé 370 millions d'euros. Et si on compte là aussi les deux structures acquises, ça représente 580 millions d'euros qui ont déjà été remboursés.
Et en termes de chiffres sur les retards et défauts, si on intègre en défaut les projets qui sont en retard, donc c'est-à-dire si on a une vision extrêmement pessimiste de la situation, on reste sur un taux qui est bien inférieur à 1%, ce qui reste très faible quand on compare avec d'autres secteurs. Bon, je ne vais pas parler du secteur de l'immobilier qui a des taux de défaut d'autour de 25% en ce moment, mais voilà, on arrive à bien maîtriser aussi la qualité de ce que l'on produit, de ce que l'on vous propose. Ça nous rappelle qu'il y a toujours un risque sur ce type d'investissement, mais que ce risque est sur Enerfip encore relativement faible. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas endormi avec tous mes chiffres sur le coût du déjeuner. Et je vais passer la parole à mes camarades, c'est ça? Je crois que ce n'est pas à moi qui... Si, c'est moi? Si, c'est moi. Ah, pardon. Donc, c'est moi, pardon. Et donc, ce qui est important aussi que vous ayez à l'esprit, c'est sur le volet plus qualitatif, on vient de parler de chiffres. Notre croissance implique aussi qu'on se dote des moyens humains pour aller toujours plus loin dans la qualité de service qu'on vous propose, dans le suivi des investissements qui sont les vôtres, dans la défense de vos intérêts. Et typiquement, sur cet exercice 2026, il va y avoir un changement important puisque on va créer une structure qui va avoir comme rôle de représenter l'ensemble des investisseurs sur Enerfip et de défendre les intérêts des investisseurs lorsqu'il y a des situations problématiques. Et ça, c'était absolument essentiel d'avoir vraiment un outil ad hoc. Et donc, Eliud, qui est ici avec nous, sera la personne en charge de cette structure. Et en fait, ça nous permet vraiment d'avoir les moyens humains et de pouvoir mettre le temps et l'énergie nécessaires à non seulement représenter les intérêts des gens, mais aussi assurer le suivi des investissements qui ont été effectués en allant plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation. Et je vais directement passer la parole à Valérie qui va vous montrer comment on structure les projets chez Enerfip. Voilà, la parole est à toi, Valérie. Merci Flore. Alors effectivement, on a beaucoup de projets à financer et pour ça, il faut qu'on ait une équipe évidemment conséquente pour regarder tous ces projets. Donc aujourd'hui, Enerfip, c'est 19 personnes au sein du service du cercle, comme on appelle chez nous, du cercle structuration, avec 5 analystes financiers qui étudient toutes les demandes de financement. 4 juristes qui viennent encadrer juridiquement les levées de fonds, 4 superviseurs qui sont là pour faire rentrer les deals et aussi pour vérifier que tout soit conforme, et 6 chefs de projet qui vont mettre en ligne les pages projets et qui sont en relation étroite avec les porteurs de projets. Donc tout ça, c'est Enerfip au niveau groupe, c'est-à-dire ça va être réparti au niveau Espagne, à Madrid, à Rome et en Hollande, à Amsterdam, évidemment en France. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Comment on sélectionne les projets, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse aussi particulièrement aujourd'hui. On a un processus qui est relativement long et alors lourd parce qu'on prend le temps et on a vraiment envie d'avoir un processus qualitatif de sélection des projets puisque nous avons une approche relativement conservatrice des financements qu'on va vous proposer sur la plateforme. Comment ça fonctionne? Donc, tout d'abord, les porteurs de projets vont déposer leur demande de financement sur notre site. Tout en bas de notre site, vous avez un onglet porteur de projet et ils vont déposer la demande de financement. Il va y avoir un pré-comité qui va faire un petit peu la répartition des financements et ils vont regarder déjà que les demandes de financement respectent 2 principes, à savoir la thématique, c'est-à-dire que les projets à financer doivent être en lien avec les énergies renouvelables ou plus généralement sur la transition énergétique. Mobilité douce et aussi une partie écologie. Et ensuite, on va regarder la nature du financement, si c'est un financement, on va dire, de projet ou un financement de société. Et si la société est une start-up ou si c'est une société qui est déjà bien installée ou stable financièrement.
À partir de là, on va donc écarter certains dossiers qui ne répondent pas à ces 2 critères. Et quand on a fait la répartition des financements en infrastructure ou des financements corporate, nos analystes financiers vont analyser les dossiers plus précisément. Donc, ils vont regarder les données financières de la structure, les aspects juridiques, les aspects techniques. Et évidemment, ils vont challenger les porteurs de projets. Ils ne vont pas prendre pour argent comptant ce qu'on leur demande. Ils vont faire leur propre business model, voilà, leur prévisionnel, pour vérifier que ça tienne la route et que la demande de financement est en corrélation avec ce qui peut être effectivement apporté à la structure. Une fois que les analystes ont préparé leur analyse, ils ont fait une longue étude qui est tout retranscrite sur une présentation qui en général fait entre 50 et 60 pages, eh bien les analystes viennent présenter leur projet en comité de sélection. Donc, le comité de sélection est composé de différentes personnes d'Enerfip qui sont des experts, en tout cas, dans le secteur. Et ils vont analyser, ils vont écouter ce que propose l'analyste financier. Ils vont lui poser des questions, analyser les dossiers, remarquer les risques. Et voilà, ça va vraiment être un échange entre l'analyste financier et les membres du jury, on va dire, qui vont aussi poser des questions auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé. Et si l'analyste financier n'a pas les réponses, eh bien, il y a comme ça des allers-retours entre le porteur de projet et le comité de sélection. Quand toutes les questions ont été répondues, il y a un processus de vote. Voilà, à la fin du comité de sélection, les membres du jury qui votent disent oui ou non, on choisit d'accompagner le dossier. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il va y avoir un processus de notation qui va être mis en place. Parce que comme vous l'avez vu sur la plateforme, maintenant, on donne des notations de A+, à C-. Comment est établie cette grille d'analyse, ces critères? Alors ça, ce sont notre propre grille d'analyse, c'est Enerfip qui l'a mise en place. On va regarder la structure, la société qui demande le financement, la structure de l'émission, la zone géographique aussi, le stade d'avancement du projet, si ce sont des projets en développement, en construction ou opérationnels, les sûretés qui vont être proposées sur ce financement. Est-ce qu'il y a un financement bancaire ou pas, le rang de la dette et la technologie, si c'est des projets, on va dire, solaires ou si c'est des projets de méthanisation, voilà, ou sur du stockage. Tout ça, ça va être regardé. Il va y avoir des notes qui vont être mises et ça va faire une moyenne. Il va y avoir une note sponsor et une note projet. Et ça va donner la note du projet que vous allez retrouver sur la page projet. Donc, on a une échelle qui va de A à G. Mais nous ne finançons que des projets qui sont de A à C-, A+, à C-. Voilà, tout ce qui est en dessous de C-, donc à partir de D, eh bien, nous avons fait le choix de ne pas financer ces structures. C'est pourquoi vous ne verrez pas de projets de start-up, sauf en dehors avec notre offre Enerfip Innovation, mais qui est un autre sujet. Voilà, donc les notes sont de A+, à C-, donc A+, A, A-, etc. Et ça, c'est ce qui va vous permettre, si vous voulez, d'avoir une meilleure appréhension du risque rapidement en visualisant cette note sur la page du projet. Voilà, un projet C- ne veut pas dire qu'il va être en échec, c'est simplement on attire votre attention sur le fait qu'il y a une prise de risque supérieure et qui est très souvent en corrélation avec le risque, puisque un projet dernièrement que nous avions financé noté C- était rémunéré à 12%. Donc là, vous comprenez mécaniquement qu'il y a un risque supérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, mais peut-être moduler et pondérer le montant de votre investissement en fonction du risque associé. Alors, juste quelques chiffres, je reviens sur les chiffres. Par exemple, voilà, en 2025, comment ça s'est passé? On a eu plus de 900 millions de demandes de financement, donc de demandes déposées sur la plateforme. Après le pré-comité de sélection, nous avons choisi de faire une analyse
pour 300 millions. Donc, nos analystes financiers ont travaillé pour 300 millions de demandes de financement. Et à l'issue du comité de sélection, nous avons financé en réalité 185 millions de projets, pour 185 millions de financements sur l'année 2025. Donc, ça donne un taux de refus d'à peu près 80%. Donc, c'est vous dire si on a une sélection stricte, rigoureuse et qualitative des projets que nous vous proposons sur la plateforme. Juste, voilà, un petit rappel en bas à droite, vous pouvez voir que tout ce que je viens de vous dire est retranscrit sur notre centre d'aide, hein, sur notre site. Vous pouvez retrouver d'ailleurs d'autres articles très intéressants, je n'en doute pas. Voilà pour le processus de sélection des projets. Et je laisse la main, du coup, maintenant à la suite pour les suites. Oui, merci beaucoup Valérie pour ces explications. Donc, j'ai vu qu'il y a pas mal de questions. Vous avez anticipé les paroles de Valérie, donc j'espère qu'elle a réussi à y répondre. Voilà. Petit rappel, on les prendra, je vois qu'il y en a pas mal, merci beaucoup, on les prendra en toute fin. Aussi, juste vous dire que toutes les questions qui sont vraiment reliées à des aspects relations investisseurs ou qui sont hautes sur le sujet, comme on en a beaucoup, je me permettrai peut-être de... Il est possible qu'on ne les réponde pas pendant ce webinaire. Toutefois, sachez que vous pouvez toujours contacter la relation investisseur pour des questions à part. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Eliud qui va nous parler des types de sûreté qu'on met sur les projets. Et la parole est à toi, Eliud. Merci Flore, merci Valérie. Bon, du coup, on va parler un peu des sûretés, qui est un terme qu'on voit souvent sur les pages projets, sur les docs juridiques. Et parfois, bon, c'est un terme qui n'est pas tout à fait clair. Donc, on va expliquer un peu ce que c'est, de quoi il s'agit, les différents types de sûreté. Tout d'abord, on peut dire que c'est un instrument juridique qui vise à renforcer la position des investisseurs dans ces différents investissements qu'on propose sur la plateforme. Et qui a à la fois une valeur matérielle, mais c'est aussi un levier de négociation. Beaucoup d'investisseurs se posent la question, il y a une sûreté sur ce dossier, donc ça veut dire que c'est un investissement sûr. Non, en fait, ça veut dire qu'il y a une position qui est renforcée, on a un levier de négociation qui est quand même puissant en cas de difficulté avec le porteur de projet pour qu'il respecte ses engagements. En revanche, ça ne constitue pas une garantie ultime des remboursements de l'investissement. En principe, une sûreté, bon, il y a de manière générale deux types de sûreté. C'est les sûretés qu'on appelle réelles, qui portent sur un bien particulier, sur l'actif de la société, et les sûretés personnelles, donc des garanties ou des cautions que l'on peut obtenir de la part du porteur de projet ou de ses actionnaires. Donc, si on s'intéresse d'abord sur les sûretés réelles, donc qui portent sur des biens, on en a plusieurs types. Le plus souvent chez NRFIP, c'est les nantissements qu'on voit, donc sur des biens corporels, notamment des titres ou des créances, et aussi le gage, lorsque ça porte sur des biens meubles bien identifiés, notamment des panneaux, du stock, comme on le voit souvent. Le nantissement le plus courant que l'on voit chez NRFIP, c'est le nantissement de compte titres, qui en général porte soit sur une SPV, une société ad hoc qui porte le projet et qui détient les droits du projet. Et du coup, les titres de cette société-là sont affectés en priorité au remboursement de l'investissement qui a été réalisé dans le cadre d'une émission obligataire, par exemple. Ou bien les titres de la société émettrice elle-même. Pourquoi on fait ça? Bon, ce n'est pas un actif de la société, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un levier de négociation important de pouvoir dire que toutes les actions de la société émettrice sont nanties et que tous les flux ascendants, en fait, ils sont bloqués. On doit d'abord rembourser la dette avant de pouvoir verser des dividendes ou de céder la société à des tiers. Donc, c'est quand même un instrument qui est puissant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une garantie ultime. Il faut bien l'avoir en tête. Et ensuite, si on s'intéresse sur les sûretés personnelles, les deux principales que je vais évoquer ici, c'est la GAPD, donc c'est la garantie autonome à première demande, qui est un outil puissant, en général octroyé par l'actionnaire des références de la société émettrice, qui s'engage à remplacer l'obligation de paiement donnée par l'émetteur en cas de difficulté.
Donc, si jamais il y a un défaut, c'est l'actionnaire ou la personne qui a donné la garantie qui va payer à première demande. Donc, ça veut dire que c'est un mécanisme qui est assez efficace juridiquement et assez rapide. En revanche, la caution, c'est un instrument qui se ressemble, mais qui n'est pas aussi facile à exécuter. En termes juridiques, on dit que le garant il peut invoquer les exceptions du débiteur. Ça veut dire que s'il y a une procédure collective ou que la dette n'est pas exigible, c'est plus difficile, en fait, voire impossible d'exécuter la caution. Donc, GAPD, c'est vraiment, en termes de sûreté réelle, l'outil le plus puissant. Maintenant, on va s'intéresser un peu à comment Enerfip a organisé le suivi de vos investissements une fois que l'émission elle est réalisée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de l'émission, dans la documentation juridique, Enerfip est désigné en tant que représentant de la masse des porteurs des obligations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, les investisseurs ils délèguent les pouvoirs à Enerfip pour que Enerfip puisse représenter et exécuter toutes les démarches nécessaires pour représenter leurs intérêts. Ça veut dire, du coup, que les investisseurs ne sont pas dans une position où ils peuvent agir tout seuls pour faire valoir leurs droits. Par exemple, ils ne peuvent pas faire des actions en justice ou déclarer leurs créances en cas d'une procédure collective. C'est à Enerfip de le faire puisque ces droits ils ont été délégués. Si on voit un peu plus en détail les différentes missions qu'Enerfip a en cette qualité de représentant de la masse, il y a par exemple l'obligation de collecter les informations auprès des porteurs de projets sur l'avancement du projet, sur la situation financière de la société. On coordonne du coup avec les services et relations investisseurs toutes les communications qu'on va diffuser à l'attention des investisseurs, qu'ils soient au courant de l'avancement du projet et de leur investissement, de comment ça se passe. En cas de difficultés particulières, c'est Enerfip du coup qui va être au premier front pour négocier avec le porteur de projet, discuter avec aussi les autres créanciers éventuellement et s'assurer que les intérêts des investisseurs sont bien défendus et protégés. C'est Enerfip aussi que lorsque une consultation est nécessaire, organise les assemblées générales pour recueillir les avis des investisseurs sur une décision particulière ou sur un changement particulier, notamment sur le contrat initial. Ça arrive par exemple lorsque le porteur de projet propose de modifier l'échéancier et du coup, cela constitue un changement du contrat et donc obligatoirement, on va convoquer une AG pour pouvoir formaliser cela. Toutes les démarches juridiques qui seraient nécessaires, notamment déclaration de créances, toutes les actions de recouvrement, c'est Enerfip qui les mène en cette qualité. Et ça, c'est important de le dire. De manière générale, notre équipe elle a quand même pas mal évolué sur l'activité suivie l'année dernière, notamment, comme Julien l'a bien dit, le périmètre il a quand même augmenté, le portefeuille il est beaucoup plus important maintenant. Et l'activité suivie, elle est de plus en plus nécessaire et on a besoin d'une équipe dédiée pour s'assurer que le portefeuille il est bien géré et qu'on a bien les informations au bon moment et qu'on mène les actions nécessaires en temps et en heure. C'est pourquoi depuis décembre, donc c'est quand même assez récent, on a souhaité structurer cela, créer une équipe dédiée et comme Julien l'a dit, on souhaite même aller plus loin et, afin de s'assurer que cette équipe-là, elle a uniquement les intérêts des investisseurs en tête et que même en cas de problème au niveau de Enerfip, elle puisse continuer son activité et continuer à suivre ce qui se passe sur le portefeuille. On envisage de créer cette nouvelle structure qui aura uniquement pour rôle de représenter les intérêts des investisseurs. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire. Je crois que maintenant, c'est... Pardon? Ah, ça, c'est Julien. Excusez-moi pour le temps de délai. Merci beaucoup, Émile,
toutes les explications. Et je donne la parole à Julien qui va nous parler un petit peu des conditions et où va Enerfip. Oui, tout à fait. En fait, comme vous le savez, sans doute, je pense que c'est important de rappeler que le secteur du financement participatif est en fait très jeune. Enerfip, je l'ai dit tout à l'heure, à 12 ans, c'est à peu près l'âge de ce secteur, en tout cas pour ce qui est de la France et de la plupart des pays en Europe. Et donc, c'est un secteur qui rentre en phase de jeunes adultes et qui se structure, un peu comme Enerfip s'est structuré au fil du temps. Vous vous doutez bien que ce que l'on est capable de faire aujourd'hui en termes de qualité, d'analyse, de suivi, etc., n'a rien à voir avec ce que nous étions à même de faire lorsqu'on était une petite dizaine dans l'entreprise. Et donc, ce qui a été intéressant dans l'année qui s'est écoulée en 2025, c'est que l'acquisition de Duurzame Investeren, donc la plateforme néerlandaise, nous a permis de voir aussi comment nos confrères dans d'autres pays s'organisaient. Et justement, on a trouvé que c'était vraiment intéressant leur approche du suivi et de la représentation des investisseurs une fois les collectes terminées, d'où la création que j'évoquais tout à l'heure et que Eliud a indiqué aussi, d'une structure ad hoc, d'une équipe dédiée pour cela, parce que c'est le sens de l'histoire. On le répète à longueur de temps quand vous vous inscrivez sur Enerfip, quand vous investissez, qu'il y a toujours un risque de perte en capital, total ou partiel, et d'illiquidité. Mais évidemment, ça ne suffit pas de dire ça. Il faut aussi qu'on soit à vos côtés pour défendre vos intérêts, aller recouvrer tout ou partie des investissements lorsqu'il y a un problème. Et donc, avoir un outil spécifique avec une équipe qui ne fait que ça semblait juste une évidence. Et donc, on s'est beaucoup inspiré de ce modèle néerlandais pour mettre en place cette structuration qui sera donc effective dans les semaines, les mois qui viennent. Et c'est d'autant plus important que il faut que vous continuiez à avoir confiance en nous et en ce que l'on fait à vos côtés. Et donc, on ne peut pas se contenter simplement de faire des collectes, de les terminer, d'émettre les obligations, et puis après, de vous souhaiter bonne chance. C'est clairement pas l'approche d'Enerfip, et ça ne doit pas être celle de notre secteur. On se doit d'aller, bien sûr, au bout, jusqu'à ce que vous soyez pleinement remboursé de vos investissements. Voilà, donc tout ça ne fait que suivre un schéma logique, mais on pense que c'est important de vous dire que, évidemment, on est pleinement impliqué et investi dans cette réflexion. Pour terminer, quelques mots sur la suite. On s'est donné collectivement des objectifs assez ambitieux. Alors, on n'est pas les tenants de toujours plus haut. C'est pas aussi notre philosophie. En revanche, si on veut là aussi être suffisamment costaud, avoir les ressources humaines nécessaires pour vous apporter une qualité de service à la fois dans la sélection des projets et dans le suivi des investissements qui soit toujours meilleur, il faut qu'on atteigne une taille qui soit suffisante. Et si on veut pérenniser les emplois qu'on a créés, pareil. Donc, il y a une conjonction des intérêts. Et donc, notre objectif, c'est d'ici à 2030 d'être en mesure de collecter environ 500 millions d'euros par an. À l'échelle du continent, ce n'est pas du tout fou, hein, c'est complètement réalisable, même si ça reste une belle accélération quand on regarde où on en est aujourd'hui. Je l'ai dit, 180 millions d'euros levés l'an dernier. On ambitionne de lever 220 millions d'euros cette année. Et donc, pour atteindre ce chiffre de 500 millions par an, on estime qu'il nous faudra être présent dans une dizaine de pays en Europe, à la fois pour sourcer des projets à financer, mais bien sûr pour proposer les investissements d'Enerfip à des investisseurs qui sont dans ces pays-là. Et donc voilà, c'est un peu ça l'objectif. On sait que la marche est haute, mais c'est important d'être ambitieux et d'aller de l'avant. La France est un des leaders, si ce n'est le leader en Europe, du secteur du financement participatif. Donc c'est super important de suivre ce schéma-là. Et parmi les évolutions qu'on va vous proposer, alors cette année, je ne sais pas si on aura fini le travail, mais en tout cas, on est vraiment orienté là-dessus pour que vous ayez à disposition cet outil dans les mains dans les mois qui viennent. C'est en fait un
un autolène, c'est-à-dire un petit robot qui sera mis à votre disposition et qui vous permettra de programmer vos investissements, parce que parfois ça peut être compliqué d'être présent au moment de l'ouverture d'une collecte, parce que vous avez un déjeuner perso ou pro, pas le temps, bref. Donc l'idée, c'est de vous proposer ce type d'évolution-là. Et on travaille également sur un mécanisme de protection de vos investissements. Je ne peux pas vous en dire tellement plus, mais en tout cas, cet outil-là, il devrait être mis en œuvre au dernier trimestre de cette année. Donc évidemment, au gré de son évolution, on vous tiendra un peu plus précisément informé. Mais sachez que voilà, on travaille aussi à être en mesure de vous proposer une solution de ce type pour vous faciliter aussi les prises de choix que vous faites sur Enerfip s'agissant de vos investissements. Super, merci beaucoup à vous trois. Je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de doutes et de questions de cette présentation, mais on va rentrer dans le vif du sujet qui est vous, effectivement. Donc, on va passer à vos questions plus spécifiquement. Donc, rappel du jeu, je vais les prendre en fonction du nombre de personnes qui ont voté. Ça permettra un tri démocratique des questions. Donc, n'hésitez pas à vous-même repasser sur des questions qui existent déjà et voter pour elles. Voilà, ça les fera remonter et on pourra les traiter en priorité. Donc, une question qui a récolté énormément de votes, et on peut peut-être parler des projets espagnols qui ont en effet souffert de quelques retards ces derniers temps. Est-ce que, voilà, d'où ça vient? Est-ce que c'est vraiment lié aux porteurs de projets ou est-ce que c'est une mauvaise appréciation d'Enerfip? Je laisse peut-être la parole à Julien. Oui, c'est une bonne question et évidemment, vous vous doutez bien que c'est un sujet qu'on a regardé attentivement en interne. C'est pas, il n'y a pas de changement dans notre approche sur l'exigence qu'on met dans la sélection des projets et des porteurs de projets. Ça, c'est une certitude. En revanche, ce que l'on sait et ce qu'on a pu constater aussi, c'est que il y a des différences de marché entre la France et l'Espagne, des différences un peu culturelles aussi parfois. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que en Espagne, il y a moins d'offres de financement qui sont proposées aux porteurs de projets. Il y a moins de diversité. En France, il y en a énormément. En Espagne, il y en a moins. Et il y a moins l'habitude, très clairement, de cette typologie-là de financement. De ce qu'on comprend, ça arrive assez fréquemment dans un financement bancaire en Espagne qu'au moment de l'échéance, il y ait des petites négociations parce que le projet a pris un peu de retard. Et donc, il y a des solutions qui sont trouvées en bonne intelligence entre la banque et le porteur de projet. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout la philosophie et la pratique s'agissant du financement participatif. Et donc, ce qu'on constate, c'est que voilà, il y a une fraction substantielle des porteurs de projets espagnols qui n'ont pas encore ou qui n'avaient pas encore forcément intégré ça. Heureusement, et ce qui est quand même une bonne chose, c'est qu'on a pu voir que ce que l'on prévoit comme système de protection de vos intérêts dans les contrats que nous avons avec tous les porteurs de projets, notamment des pénalités de retard qui visent en fait à augmenter substantiellement le taux, sont appliquées et donc compensent entre guillemets le désagrément de ces retards. Donc, c'est vrai que ça coûte plus cher au porteur de projet, mais quelque part, c'est un peu son problème. En tout cas, ceux-là ont été activés, ont fonctionné, et au final, les gens, jusqu'à maintenant, ont été remboursés avec ces pénalités-là. Donc, ça, c'est la bonne chose, c'est la bonne nouvelle. Ce qu'on a mis en place était suffisamment protecteur. Pour autant, on se rend bien compte que, vu que ça arrive assez fréquemment, on va mettre en œuvre des approches plus spécifiques pour les porteurs de projets en Espagne. Il y a en fait un mécanisme qui existe, qui est en présence depuis très longtemps sur le marché bancaire, c'est ce qu'on appelle des DSRA. En fait, ce sont des comptes bloqués, c'est-à-dire par exemple un porteur de projet emprunte 2 millions d'euros via Enerfip. Avant de lui verser ces 2 millions d'euros, une fois que la collecte est terminée, on va conserver par exemple 100 000 euros sur un compte bloqué, donc on ne lui versera que 1,9 million. Et ces 100 000 euros lui sont restitués lorsqu'il rembourse tout le monde à l'issue de l'emprunt, ou bien, s'il a du retard, on utilise cette somme pour couvrir les pertes et le désagrément subis par vous, les investisseurs, et par Enerfip.
L'idée, c'est que ce soit suffisamment incitatif pour que voilà, ils jouent le jeu de la ponctualité s'agissant de leur paiement et de leurs échéances. Super, merci beaucoup Julien. On va prendre la suivante qui concerne un petit peu voilà, les statistiques globales d'Enerpip. Voilà, un nombre croissant de dossiers corrélé aussi au nombre de projets qu'on finance. Je pense que Julien, tu Oui. peux répondre à nouveau. Désolé, je garde le bâton de parole. Oui, en fait, c'est là aussi, je pense qu'il faut bien prendre du recul. Il y a en valeur absolue un nombre croissant de dossiers qui ont des retards, c'est vrai, mais en fait, on finance de plus en plus de projets sur des volumes de plus en plus conséquents. Donc, en proportion, et justement, la question de la statistique est là-dedans, j'imagine, François. En fait, en proportion, il n'y a pas d'évolution. On n'a pas une explosion des problématiques. On reste sur des statistiques et des proportions qui sont assez faibles. Je le disais en introduction, même si on imaginait que tous les projets en retard en ce moment basculent en défaut, on est bien en deçà de 1% de taux de défaut sur notre plateforme. Donc, voilà, il n'y a pas d'explosion, mais il y a, en valeur absolue, plus de projets qui se retrouvent avec des problématiques de retard. Il n'y a pas non plus de différence de géographie, nonobstant ce que je viens de dire sur l'Espagne, mais qui tient plus du structurel et qui devrait être assez facilement, je dirais, remis sur les bons rails. Et après, vous n'êtes pas sans savoir que la transition énergétique est quand même pas mal battue en brèche depuis plusieurs mois, et l'actualité géopolitique a eu le mérite de montrer que cette guerre qui est faite à la transition énergétique n'a aucun sens, absolument aucun sens, parce qu'on se rend compte, quand il y a ces problématiques sur le baril de pétrole qui dépasse les $100, qu'on est complètement dépendant de cette énergie, que l'on ne produit pas chez nous, et que la seule voie, la seule solution de notre souveraineté, c'est celle des énergies renouvelables, et pour ce qui est de la France, de la conservation de notre parc nucléaire. Donc, oui, il y a des porteurs de projets que l'on suit très finement qui ont des difficultés parce qu'il leur faut s'adapter aux nouvelles règles du jeu qui sont beaucoup plus contraignantes et moins incitatives, mais on n'est pas dans un effondrement de la filière, ça c'est certain, et donc il n'y a pas de corrélation entre, grosso modo, je sais pas, les projets photovoltaïques, il n'y a plus d'espoir, donc on a des problématiques sur cette énergie. C'est pas du tout ce qu'on observe. Super, merci beaucoup Julien. Et si jamais aussi, j'ai répondu à quelques questions, je l'ai mis en fin, j'arrive pas à l'afficher, peut-être que non, j'arrive à l'afficher. Oui, si jamais pour tout ce qui est des questions relatives au marché des ENR et comme vient de le dire Julien sur la situation géopolitique, je vois qu'il y a pas mal de questions. Vous pouvez revoir notre webinaire qu'on a réalisé il y a à peu près 2 semaines sur le sujet. Il peut répondre aussi à pas mal de questions. Donc voilà, j'ai mis enfin dans les questions et là donc je vais enlever celle-ci que je viens d'afficher. Mais si jamais, rendez-vous sur YouTube et c'est la chaîne YouTube d'Enerpip et c'est le premier webinaire qui va apparaître. Merci beaucoup. Je vais reprendre la suite. Donc oui, comment le taux de rémunération est déterminé et par qui. Donc là, je pense qu'on en vient peut-être à sélectionner projet, comité de sélection ou l'analyse. Valérie, Julien, l'un de vous. Je pense que pour moi, c'est une discussion entre la société qui demande le financement et nous. On va toujours chercher, Julien, tu pourras peut-être compléter, mais on va toujours chercher à vous servir le meilleur taux. Parce que c'est ce que vous cherchez de toute façon, un taux attractif, une durée courte et sans risque. C'est ce que tout le monde cherche à avoir. Donc, on va toujours essayer de vous servir le taux le plus attractif, mais évidemment, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas dépasser. C'est-à-dire que des projets en construction seront toujours moins rémunérés que des projets en développement parce que voilà, la phase de développement est toujours un peu plus risquée par rapport à la phase de construction. Voilà, donc il y a quand même des grilles, des échelles pour chaque projet. Mais on essaie toujours d'aller chercher une meilleure rémunération. Après, ça va dépendre de tout un tas de choses, du sponsor, de sa solidité financière, des sûretés qui vont être mises en place.
Voilà, donc c'est une discussion entre le porteur de projet et nous. Si peut-être à compléter, mais Oui, non, c'est ça en fait, c'est que ça reflète le risque qui est associé à ce projet, c'est ce que tu viens de dire. Et on a maintenant, après 12 ans, on a des statistiques. Alors, même si les taux ils ont augmenté, en fait, on tient compte de ça évidemment, hein, mais oui, c'est toujours corrélé avec une notion de risque. Et cette notion de risque, elle intègre ce que tu as dit, la qualité du sponsor, la maturité du projet, les sûretés qui ont été mises en place. Évidemment, tout ça, ça fait une sorte de gloubi-boulga, mais voilà, c'est pas un tirage au sort qu'on fait sur les taux, c'est une réflexion fondée sur tous ces critères pour que ce soit cohérent. Super, merci beaucoup à vous deux. Et celle-ci, je pense que c'est Eliud qui pourrait y répondre. Voilà, qu'est-ce qui se passe en cas de liquidation judiciaire? Le notissement ne donne pas la priorité aux investisseurs par rapport aux autres créanciers. Donc, cela ne protège que lorsque cela ne va pas trop mal. Pourquoi ne pas mettre en place des fiducies sûreté, au moins sur des projets B- ou C? Donc, Eliud, c'est notre expert. Je pense que ça marche. Bon, déjà, je suis pas d'accord parce que ça dépend du nantissement. Ça peut tout à fait donner la priorité en cas de liquidation judiciaire si ça porte sur des actifs. Après, je suis d'accord que si le nantissement il porte sur les titres de la société émettrice, là, pour le coup, on n'aura pas de priorité par rapport à d'autres. Mais si ça porte sur des actifs, on a bien la priorité dans la répartition puisque la créance serait privilégiée à hauteur du montant de la valeur du nantissement. Et pourquoi on ne met pas en place des fiducies, sûreté? On l'a déjà fait dans certains dossiers. Je crois que dans 2 dossiers, on a déjà fait des fiducies. On souhaite en faire de plus en plus. C'est vrai que c'est un outil qui est très efficient, très efficace. Pourquoi on ne le fait pas plus? En fait, c'est compliqué avec les porteurs de projets, ça coûte plus cher. Pour ceux qui ne sont pas au courant, un contrat de fiducie, en fait, ça implique que les actifs potentiels, ils seraient dans une société. Il y a un contrat de fiducie, donc il y a un fiduciaire, un expert, un professionnel qui s'occupe de cette société pour s'assurer que les actifs sont bien là et qu'en cas de problème, ces actifs ne vont pas entrer dans le périmètre d'une procédure collective. Donc, c'est une protection contre des procédures, des liquidations ou autres. C'est très efficace, mais ça coûte cher et tous les porteurs de projets ne sont pas prêts à payer le prix. Et ça aussi, c'est un mécanisme qui est plus complexe à mettre en place. Ça requiert aussi un montage qui fonctionne et qui colle bien avec le projet qui est en train d'être financé. Super, merci beaucoup Eliud pour cela. Encore une fois, démocratiquement parlant, j'ai une question pour des questions géopolitiques et sur le marché français. Donc, je réponds par texte avec le lien vers notre dernier webinaire et vous aurez toutes les questions, toutes les réponses à vos questions. Voilà, la suivante, du coup. Oui, elle pose des questions un petit peu sur notre équipe. Peut-être que Valérie, tu peux y répondre. Je vais passer rapidement en revue ce qu'on appelle le cercle NRH, la structuration, qui comprend 19 personnes et peut-être qu'on peut repasser dessus. Donc, je vais afficher les questions et réagir la slide. Et Valérie, c'est à toi. Alors, chaque, évidemment, un analyste financier a fait des études de finance, ça semble logique. Voilà, ils ont tous des niveaux de bac+5. On a même notre responsable juridique qui était une avocate, qui a fait le choix de revenir salarié, voilà, en tant que juriste. Voilà, toutes les équipes qui structurent les dossiers sont des personnes qui ont évidemment des connaissances dans le secteur financier, mais aussi dans le secteur des énergies renouvelables. Et qui ont qui savent évoluer dans le milieu des énergies renouvelables. Après, non, on ne fait pas appel à des compétences extérieures. C'est vraiment tout en interne. Voilà, je pense que c'est un choix volontaire. Mais Eliud, oui, peut-être peux-tu compléter? Ouais, merci Valérie. Juste pour compléter, dans certains dossiers, on a quand même fait appel à des compétences extérieures lorsque c'est complexe, des sujets qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Par exemple, pour des émissions qu'on a réalisées pour des projets en Pologne ou en Hongrie,
Là, on a fait appel à des experts locaux pour s'assurer que les projets sont bien solides et que les autorisations ont été obtenues en forme. Donc, il y a des cas où on peut faire appel à des compétences extérieures. Juste pour compléter. Tout à fait. Et rappelez peut-être aussi que chaque pays a vraiment sa petite structure et qu'il y a une personne sur place qui connaît extrêmement bien le marché. C'est le cas par exemple de l'Espagne, on a Eduardo qui est sur place et qui a vraiment tous les tenants aboutissants du marché du pays et du fonctionnement. On ne fait pas ça depuis la France, on a vraiment des équipes dédiées sur place. Et comme tu l'as très bien dit, chez nous, on a des gens experts vraiment au niveau technique, UNR et financier. Donc voilà, j'espère qu'on a pu répondre à la question. Je vais prendre la suivante. La décision de financer un projet repose, je vais l'afficher, c'est plus simple, sur différents critères, dont la solidité financière de l'émetteur et les sûretés prises. Voilà, il y a certains documents effectivement qui sont publics ou pas. Je ne sais pas peut-être qui d'Eliud, de Valérie ou de Julien peut répondre quel document en fait parmi notre data room on rend public ou pas. Merci pour la question. Donc, au moment de l'émission, toute la partie comptable, elle est en annexe de la FICI. C'est dans la documentation juridique qui présente l'émetteur, les conditions de l'émission, etc. Donc, en annexe, vous avez bien les comptes. En revanche, sur l'avis du projet, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'envoyer les comptes de la société émettrice. C'est quelque chose qu'on pourrait le faire d'ailleurs. Pourquoi pas? On a plutôt l'habitude de communiquer sur la situation de la société, l'avancement du projet. On a aussi dans certains projets, notamment quand on est en phase de développement, ce qu'on appelle des comités de suivi, ce qui nous permet en fait, en général, c'est à fréquence semestrielle. Ça nous permet d'évaluer tous les 6 mois, alors quels sont les projets qui ont bien avancé, quelles sont les autorisations qui ont été obtenues. Le porteur de projet nous prépare cette présentation qu'on transmet ensuite aux investisseurs. Donc, ça leur permet d'avoir une idée de l'avancement de la situation. Et sur le fait qu'il n'y a pas de sûreté prise, ça dépend du projet. Il y a des projets où on voit des sûretés, il y a des projets où on n'a pas réussi à négocier une sûreté, où le porteur de projet n'en a pas accepté, où ça n'entrait pas dans le montage. Ça dépend du projet. C'est pour ça que c'est très important de bien lire la documentation et bien lire la page projet sur laquelle vous verrez toutes ces informations-là, identifier s'il y a une sûreté, quelle est la notation, quel est le profil des risques de l'investissement. Ouais, juste pour compléter, la majorité des projets financés sur Enerfip bénéficient d'une sûreté. C'est vrai que ça arrive qu'il n'y en ait pas, mais ça reste une minorité parce que justement, on mesure l'importance d'en avoir et de ne pas être à blanc. Et quand il n'y en a pas, ça rejoint la question de tout à l'heure, pour le coup, ça se ressent aussi pas mal dans le taux qui, ce faisant, va être très élevé. Et si je peux me permettre également de compléter, vous avez sur chaque page projet alors l'indication des sûretés dans l'offre, et vous avez également l'analyse financière qui est à votre disposition. Vous avez un petit onglet Notre analyse que vous pouvez, cette analyse financière, c'est un résumé, on va dire, qu'a réalisé notre analyste financier. On ne va pas vous donner tout parce que 60 pages, c'est parfois un petit peu indigeste. En revanche, on la synthétise et on essaie de la vulgariser le plus possible. Et vous avez notamment beaucoup d'informations financières sur la société qui veut faire la demande de financement, sur les équipes aussi. Voilà, cette note d'analyse à disposition, je vous invite vivement à la consulter avant de prendre votre décision d'investissement. Tout à fait. Et sachez aussi que pour certains projets un petit peu plus spécifiques, où il y a une subtilité, on organise parfois des webinaires en présence des porteurs de projets en amont de l'ouverture de la collecte. C'est aussi l'occasion de poser des questions si vous en avez plus. Voilà, si vous recevez peut-être pas les communications, c'est que vous n'avez pas coché la case mail commerciale, on ne l'envoie pas à tout le monde si elle n'est pas cochée. Donc, si ce genre d'opportunité, poser en direct vos questions aux porteurs de projet en amont de l'ouverture vous intéresse, contactez la relation investisseur, vous vérifiez bien vos paramétrages. Je vais prendre très très rapidement la prochaine question parce qu'elle a récolté beaucoup de votes, mais c'est pas tellement le sujet, le temps presse, donc je vais juste passer sur si Enerfip envisage de financer des projets qui sont des stades technologiques moins matures. Alors on a
eu une partie NRFIP Innovation où on a financé des projets effectivement plus risqués ou plus innovants. Ils apparaissent en violet pour que les gens soient bien alertés que ce n'est pas un produit standard. C'est pas quelque chose qu'on a vraiment poussé, mais c'est pas, je pense, vous complétez si j'ai une bêtise, c'est pas impossible qu'on en repropose à l'avenir. Je propose qu'on passe quand même plus rapidement sur le sujet du nantissement, qui est plus le sujet de ce webinaire. Donc, le nantissement de titres sans puissance, sauf quand la société a perdu de sa valeur. Eliud, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ah, là, je crois qu'on m'entend. Pardon. Tu as coupé ton micro, Fleur? J'ai coupé le mien, ouais. Ouais. C'est bon? Ok, pardon. Désolé, problème technique. Oui, je suis d'accord, mais en fait, c'est valable pour n'importe quelle garantie. J'allais donner un exemple, notamment pour un appartement. Lorsque le garant se porte garant pour un locataire, à ce moment-là, il a un contrat de travail, tout va bien dans sa vie. C'est 5 ans après, lorsque le propriétaire a besoin d'activer la garantie, la personne elle est au chômage ou ça va plus très bien dans sa vie professionnelle, ben, la situation elle a changé. Ça peut arriver dans la vie d'un investissement aussi. À un moment T, lorsqu'on réalise l'émission, on se base sur, bien sûr, les projections, mais surtout sur la situation actuelle de la société ou la valeur qu'on y trouve. Si dans 5 ans, ça ne s'est pas passé comme prévu ou les projets ne se sont pas développés comme prévu, il y a eu un problème, ça va impacter la valeur de l'assiette garantie, on va dire. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Non. Il y a une question, enfin il y a eu, je crois, deux questions qui ont été posées par Bernard et qui tournent autour de justement ce qu'on appelle les sponsors, c'est-à-dire les entreprises qui s'approchent voilà, super, merci, d'NRFIP pour solliciter un financement. Et cette question est très pertinente et c'est normal que vous la posiez. Qu'est-ce qui se passe si vous faites, vous, côté NRFIP, un financement et que j'observe que 2-3 mois plus tard, eh bien, ce même sponsor sollicite un financement chez un partenaire, chez un confrère, d'NRFIP. Comment tout ça est pris en compte? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le processus de sélection des projets, il y a un processus parallèle qui est celui de l'analyse, de la notation des sponsors et de leur suivi. Et donc, sur la question de Bernard, celle que vous avez sous les yeux, en fait, nous, on va analyser l'ensemble de l'endettement du porteur de projet et donc nous assurer qu'on a bien une vision complète des échéances de remboursement que la structure va devoir honorer dans les mois, les années qui viennent et qui peuvent potentiellement mettre à mal la capacité du porteur de projet à rembourser la dette que nous nous apprêtons à réaliser pour lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on met en place un financement sur NRFIP, dans les contrats, on spécifie bien que le porteur de projet ne peut pas solliciter un autre financement sans avoir notre aval, parce que justement, sinon, il pourrait se surendetter en faisant plein de financements concomitants et après, il n'arriverait plus à rembourser personne. Donc, il y a vraiment un cadre qui est mis en place et un suivi qui est mis en place pour tout ça parce que voilà, ce sont des réalités potentielles et donc on se doit de les suivre. Et plus généralement sur la question des sponsors soulevée par Bernard, nous, on va mettre en œuvre une notation des sponsors. Cette notation, elle se base sur les comptes, le bilan en fait du sponsor en question ou de la situation comptable selon le moment où on se situe dans l'année. Et ce suivi, on ne le fait pas qu'une fois au moment de la mise en place d'un financement, on le fait chaque année. Chaque année, on passe en revue la totalité des sponsors
qui ont été financés sur Enerfip, on leur demande leur compte et on réévalue la note qui a été octroyée et on s'assure que la structure en question, eh bien, elle reste solide financièrement, ou bien si elle commence à battre de l'aile, auquel cas on va se pencher plus finement sur la question. Mais on n'est pas du tout sur quelque chose qui est temporaire et uniquement au moment de la structuration du financement. Il y a vraiment un suivi global qui est fait sur toute la durée de vie de l'emprunt qui est effectué chez nous. Super. Désolé, on vient de voir que le micro de Flore ne fonctionnait pas. On va réactiver. Et du coup, Flore, je pense que... Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Ok, super. Donc, je reprends. Ça va répondre à quelques questions qui ont été posées concernant la communication qui est faite aux investisseurs. Donc, effectivement, quand il y a un problème, que ce soit un retard ou potentiel défaut ou une actualisation sur le suivi d'un projet, on communique par email parce que c'est le moyen le plus direct et à peu près le seul moyen qu'on a pour être sûr que tout le monde le reçoive. N'hésitez pas aussi à consulter vos spams. Il est possible que parfois nos mails y arrivent, donc mettez Enerfip comme contact connu. Et aussi, elles ne sont pas envoyées uniquement par email. Chaque communication est affichée sur votre livret investisseur. Quand vous cliquez sur le nom du projet dans lequel vous avez investi, vous avez un onglet Actualité. Et c'est ici qu'on affiche toutes les actualités liées au projet, les résultats des assemblées générales, les consultations, etc. Et avec les deux, on travaille à l'amélioration constante de cet espace pour que ce ne soit plus juste un livret où vous avez suivi vos investissements financièrement parlant, mais aussi, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et contacter la relation investisseur si vous avez des doutes sur où trouver cette information. Donc, voilà, j'espère que c'est toi. Vous allez voir dans les notifications. Et si vous, juste pour compléter ce que vient de dire Flore, si vous vous rendez compte que vous ne recevez pas les notifications, peut-être aussi, voilà, un petit point technique parce qu'on a beaucoup de sollicitations comme ça, vous pouvez retrouver l'ensemble des notifications, des messages qui vous sont envoyés sur votre espace, quand vous cliquez sur votre prénom en haut à gauche de votre écran, notifications et vous voyez les emails. Et donc, si vous vous rendez compte que vous ne les recevez pas dans votre boîte mail, même dans les spams, rapprochez-vous de votre fournisseur de boîte mail parce que ça peut être bloqué par leur soin. Super, merci beaucoup. Alors, je vois les questions, je crois qu'il y en a quand même pas mal auxquelles on a déjà répondu.
est-ce que, je ne sais pas, donc, qui peut-être de Julien, Gude ou Valérie, vous voulez vous identifier une question auquel il faudrait peut-être répondre en plus. Mais je crois qu'on a plutôt fait le tour. Voilà, il y avait quelques questions qui concernaient la relation investisseur ou le marché des ENR. Je vous réponds par texte avec le lien. Mais voilà, peut-être qu'on peut gentiment clore cette session. C'est bon, C'est bon pour tout le monde? Voilà, ça, je peux. Super. Je remets encore une dernière fois le lien parce qu'il y avait des questions sur la structure du marché. Je l'affiche ici. Tac. Je vais en bas. Et sinon, merci à tous. Ce replay sera disponible également. On le mettra en ligne sur YouTube. Oui. Excusez-moi, non, je voulais juste rajouter un peu en conclusion, je pense que c'est important aussi qu'on parle de ça, c'est que, comme on le répète très souvent, ce qui est essentiel dans votre approche sur les investissements que vous faites sur Enerfip, c'est de bien ventiler ces investissements, de bien diversifier. C'est vrai qu'en plus, maintenant qu'on a des projets ailleurs qu'en France, ça permet aussi d'avoir une ventilation géographique. Donc voilà, surtout garder ça en tête. Pour vous dire, en moyenne, les gens investissent par investissement en moyenne 2 000 € et en moyenne, leur portefeuille d'investissement total sur Enerfip est autour de 20 000 €. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 10 investissements, c'est-à-dire qu'ils divisent en 10 leur volume investi sur Enerfip. Voyez ça comme un minimum et si vous suivez cette pratique, ça se passera, je pense, très bien. Voilà, je voulais juste préciser là-dessus. Super, merci beaucoup et surtout voilà, merci à vous d'avoir fait confiance à Enerfip. Comme d'habitude, on reste disponible si vous avez d'autres questions et on espère que ce webinaire vous aura servi. On vous souhaite un bon appétit et puis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.